Est-ce que tu as des variations d'humeur? Tu te lèves bien, puis tu descends sans raison. Tu es motivé, puis d'un coup tu n'as plus envie de rien. Tu te sens stable, puis irritable. Tu te sens claire, puis confuse. Tu te sens forte, et puis vulnérable. Et parfois le pire, c'est que tu ne comprends même pas ce qui s'est passé entre les deux. Et comme tu ne comprends pas, tu te dis que c'est toi. Tu te dis que tu es compliqué, que tu es instable. Tu te dis que tu as un problème émotionnel. Ou alors, tu te dis quelque chose d'encore plus dangereux. C'est mon caractère. Je suis comme ça. C'est ma nature. Je suis trop sensible. Je suis trop intense. Et moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est non. Ce n'est pas que tu es comme ça. C'est que ton mental aussi et que tu n'as pas encore appris à lire ce mouvement ni à le piloter. Et déjà, avant même d'aller plus loin, il y a quelque chose d'extrêmement important à dire, parce que sinon, on part tout de suite sur une mauvaise base. C'est normal que le mental oscille. C'est normal. Dans la nature, tout oscille. Tout bouge, tout alterne, tout pulse. Tout fonctionne selon des cycles, des variations, des montées et des descentes, des battements et des flux. Le jour et la nuit, l'inspiration et l'expiration, la marée qui monte et qui redescend, le cœur qui se contracte et qui se relâche, le système nerveux qui s'active puis qui redescend. Même la tension n'est pas stable en permanence. Même l'énergie n'est pas stable en permanence. Ni la motivation. Donc, déjà croire qu'un mental sain serait un mental plat, fixe, linéaire, parfaitement identique du matin au soir, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas vivant et ce n'est même pas souhaitable. Le mental check en permanence. Il vérifie, il compare, il anticipe, il réévalue, il scanne. Donc, il monte, il descend, parce qu'il ajuste. Et comme les émotions suivent très souvent ce que le mental interprète, forcément, les émotions aussi vacillent. Donc ici, il faut être très précis. Le problème, ce n'est pas que ça bouge. Le problème, c'est que tu subis le mouvement au lieu de le diriger. Parce qu'à partir du moment où tu subis le mouvement, tu subis aussi l'humeur. Et quand tu subis l'humeur, tu subis tes décisions. Et quand tu subis tes décisions, tu subis ta vie. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent complètement. Parce qu'on leur a appris à travailler directement sur les émotions. On t'a certainement déjà dit, gère tes émotions. Apprends à calmer tes émotions. Ne te laisse pas déborder par tes émotions. Régule ton émotionnel. Sauf que, une émotion, ça ne se prend pas dans la main comme un objet. Une émotion, ce n'est pas non plus un levier premier. Ce n'est pas la source initiale. C'est une conséquence. Tu interprètes quelque chose, parfois même sans t'en rendre compte. Tu donnes sens à une situation. Tu actives une lecture. Tu réactives une mémoire. Tu anticipes un danger, un rejet, une perte, une humiliation, une menace, un abandon, une injustice, une comparaison, un échec. Et ensuite, ton corps suit. Si tu prends les choses dans le mauvais ordre, tu passes ton temps à essayer d'éteindre une alarme sans aller voir pourquoi elle sonne. Et c'est pour ça que tellement de gens ont l'impression de travailler sur eux, et ce pendant des années, sans aucune vraie stabilité. Oui, ils y travaillent sincèrement, mais pas au bon endroit. Ils analysent, ils verbalisent, ils observent, ils comprennent, ils repèrent, ils mettent des mots, ils prennent conscience. Très bien, mais observer l'humeur ne la change pas. T'as dû l'observer. Comprendre ton humeur ne la change pas forcément non plus. Nommer ton humeur ne la change pas vraiment non plus. Et parfois même, à force d'observer, tu deviens juste spectatrice hyper lucide de ton propre bazar intérieur. Tu te regardes descendre, paniquer, t'énerver, te saboter, et tu te dis « Incroyable, maintenant je me connais mieux. » Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Pas grand-chose. Donc la vraie question n'est pas seulement « Qu'est-ce que je ressens ?» La vraie question c'est « Est-ce que je sais agir sur l'état qui produit ensuite cette humeur ?» Et c'est là qu'on va arriver dans quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu vas le tester avec un exercice simple. On va réifier ton état, c'est-à-dire qu'on va transformer ton état en objet. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va travailler directement sur ton émotion. Ton émotion, elle va suivre. Le levier, c'est ta pensée. Ce que tu dois comprendre, c'est que tes émotions fluctuent parce que ta pensée fluctue.
Donc, la première chose à faire, ce n'est pas comment je calme mon émotion, c'est comment je redirige ma pensée. On ne remonte pas une émotion, on modifie le mouvement de la pensée. Identifie, je suis en train de descendre, mais pas seulement émotionnellement, mentalement. Et là, tu vas faire quelque chose de très précis. Tu rediriges, tu changes la trajectoire, tu passes de descente à remontée. Et c'est là qu'on va réifier, rendre ce mouvement en objet. Pour que ce soit plus concret, plus rapide et plus manipulable, tu vas imaginer cette pensée comme un curseur. Ta pensée descend, tu la visualises et tu la remontes. Et comme l'émotion suit ta pensée, ton état remonte aussi. L'image du curseur va t'aider, mais ce que tu diriges, c'est ta pensée. Tu peux même ajouter un geste, un clic de bruit dans ta tête, une respiration. Comprends bien que tu n'es pas en train de te motiver. Tu rediriges ton mental et ton état suit. Je répète pour que ce soit plus clair. Tu imagines un curseur, comme un bouton de volume, une réglette ou une jauge. En bas, c'est ton état, ton moral, ton énergie, ta perception, ton élan qui est bas. En haut, c'est un état plus stable, plus solide, plus clair, plus tenu et plus aligné. Et quand tu sens que tu descends, au lieu de rester dedans comme si tu étais condamné à le subir, tu imagines ce curseur et tu le remontes. C'est simple. C'est même trop simple. Mais justement, beaucoup de choses puissantes sont simples, à condition de comprendre à quel niveau elles agissent. Ce que tu vas faire, ce n'est pas semblant d'aller mieux, ni nier ce que tu ressens. Encore moins te raconter une histoire positive. Tu ne vas pas te mentir. Tu vas créer un accès volontaire à un changement d'état. Et ça, c'est pas rien. Et tu peux même renforcer ça avec un ancrage, comme un geste, une respiration, un clic imaginaire, le fait d'entendre mentalement un son quand le curseur se remet à la bonne place, le fait d'associer ce mouvement à une posture, à une image, à une sensation de redressement intérieur, c'est ce qui fait que ça va être automatique. Je vais prendre le temps de développer un point important parce que c'est souvent mal compris. Les ancrages existent partout. On croit parfois que les ancrages, c'est un truc exotique, ésotérique ou un gadget de communication. Pas du tout. Les ancrages existent dans la vie quotidienne, dans le sport, dans l'apprentissage, dans la musique, dans la scène, dans la prise de parole et même dans les routines. Regarde les sportifs de haut niveau. Tu en vois qui touchent toujours leur collier. Tu en vois qui font rebondir la balle d'une manière extrêmement précise avant de servir. Certains répètent la même micro-routine avant un départ. D'autres frappent légèrement leurs chaussures ou leurs jambes. Certains lèvent les yeux d'une certaine façon et d'autres ferment un poing. Ils font toujours le même mouvement juste avant une performance. Le public comprend ça comme des manies, comme des tics ou de la superstition. Mais ce sont des ancrages, c'est-à-dire des portes d'entrée rapides vers un état interne précis. Un athlète de haut niveau n'a pas le luxe d'attendre que son état tombe du ciel. Il va pas se dire « J'espère que je vais me sentir bien au bon moment. J'espère que la confiance viendra. J'espère que je ne vais pas douter aujourd'hui. » Non. Il doit savoir recréer un état. Il doit savoir rappeler une configuration interne. Retrouver une stabilité, une concentration, une agressivité saine, un calme ou une précision. Et c'est pour ça qu'il est entraîné à utiliser des répétitions, des routines, des ancrages, des états appris. Il y a donc quelque chose de fondamental à comprendre. Et c'est là qu'on retrouve exactement ce que je t'explique sur les humeurs. Les ancrages marchent jusqu'à un certain point. Parce qu'on pourrait croire, en voyant un sportif de haut niveau, que tout se résout par la routine, par la répétition, par la discipline. Ce serait faux. Pourquoi ? Parce que les sportifs eux-mêmes savent très bien qu'il y a des jours où l'ancrage prend et des jours où il ne prend pas. Des jours où la routine remet l'état en place et des jours où elle ne tient pas. Des jours où le geste rassure et des jours où quelque chose de plus profond déborde. Et dans ces cas-là, les équipes sérieuses ne se contentent pas de dire « fais plus fort ton geste, répète ton rituel, visualise plus ». Non, elles savent qu'il faudra aller traiter ce qui fait obstacle. Parce qu'un ancrage, c'est très puissant pour rappeler un état. Mais ça ne suffira pas pour réparer un verrou. Et ça, c'est la distinction que beaucoup de gens ne font jamais. Tu peux être parfaitement entraîné à retrouver ton état de performance tant que le système est globalement disponible.
Mais s'il y a un endroit en toi qui est déjà hacké par une mémoire, un conditionnement, une peur massive, une humiliation ancienne, un figement, une expérience trop chargée, alors ton ancrage pourra devenir insuffisant. Il peut remonter un peu, puis ça peut redescendre immédiatement, ou ça peut même pas agir du tout. Tu sais ce qu'il faudrait faire, mais tu n'arrives pas à le faire intérieurement. Et c'est là que tu dois être lucide. Non pas que tu dois conclure quelque chose de faux sur toi-même. Tu ne peux pas dire ça ne marche pas sur moi, je suis irrécupérable, je suis trop cassé, mon mental n'est pas pilotable, je ne suis pas assez discipliné, je n'ai pas de volonté. Ce n'est pas une preuve d'incapacité, c'est une indication de diagnostic. Ça veut dire que tu n'es plus au même niveau du problème. Et là, il faut le poser clairement, parce que c'est une des clés de tout ce que j'enseigne. Il y a au moins 3 situations possibles. Première situation, tu utilises un levier mental comme ce curseur, comme un ancrage, comme une redirection de pensée, et ça marche. Ton état suit, tu remontes, tu retrouves ta clarté, tu récupères ta stabilité. Très bien, là, on est sur du pilotage. Deuxième situation, ça marche, mais ça ne tient pas. Tu remontes un peu, ça redescend un peu plus tard. Tu te ressaisis, puis tu repères ton état positif. Tu te restabilises, puis ton système repart en vrille. Là, il y a déjà autre chose. Un conditionnement plus fort, un automatisme déjà installé. Une sorte de pente interne qui te ramène toujours au même endroit. Ou, troisième situation, ça ne marche pas du tout. Tu n'arrives même pas à imaginer remonter. Tu peux l'imaginer intellectuellement, mais ton corps, lui, refuse complètement de suivre. Là, on n'est plus dans un problème de pilotage. Il y a un verrou plus profond. Pour simplifier, on peut l'appeler trauma, même si dans la réalité clinique, les choses peuvent être plus fines. On va donner un exemple simple, la phobie des chiens. Si tu es phobique des chiens et qu'un chien s'approche, ce n'est pas un petit curseur imaginaire qui va te suffire à transformer immédiatement. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas simplement une pensée négative. Le problème là, c'est qu'à l'intérieur, ton système est déjà organisé pour réagir comme s'il y avait un danger. Donc dans ces cas-là, ton curseur ne va pas servir à guérir la phobie. Il pourra t'aider éventuellement dans certains moments, dans certains contextes, mais il va certainement pas remplacer le traitement du verrou. C'est pareil pour les athlètes. Un athlète peut avoir des routines parfaitement construites, des ancrages impeccables, des préparations mentales très fines et des automatismes excellents. Mais s'il y a un endroit où il y a une blessure psychique importante liée à l'échec, à l'humiliation, la pression, une chute, une panique, une sidération, alors l'ancrage seul ne suffira pas. Il faudra traiter cet endroit. Donc dans ces cas-là précis, il faudra sortir d'une pensée naïve du type « il suffit de reprogrammer, il suffit de visualiser, il suffit d'avoir confiance, de penser autrement ou de monter son énergie ou sa vibration ». Non, parfois il faudra traiter. Ça, c'est quand même assez important parce que des conseils qui ne sont pas au bon niveau de besoin peuvent être humiliants. Dire à quelqu'un de prendre sur lui quand son système est verrouillé, c'est bof. Dire à quelqu'un de changer sa perception alors que la perception elle-même est déjà filtrée par un ancien encodage, c'est bof aussi. Dire à quelqu'un de rester positif alors que son système croit qu'il est toujours en train d'être en danger, voilà, c'est moyen. Donc dans mon travail, ce n'est pas de te dire que tout se résout avec un curseur. Ce serait faux, ce serait simple et ce serait faux. Mon travail, c'est de t'apprendre à distinguer ce qui relève d'un simple apprentissage, ce qui relève d'un conditionnement et ce qui relève d'un verrou plus traumatique. Parce que comme ce n'est pas la même chose, on ne peut pas les traiter de la même manière. Parfois, une personne a juste besoin d'apprendre à diriger son attention, son image mentale, son état, ses pensées, son focus, son énergie cognitive. Très bien, et ça s'apprend. Parfois, la personne sait déjà en théorie quoi faire, mais elle est reprise systématiquement dans un ancien automatisme. Là, il s'agira de défaire le conditionnement. Et parfois, la personne ne peut pas piloter parce que le poste de pilotage lui-même est déjà hacké. Et là, il faut aller traiter le verrou. Pas le faire sauter, attention, hein, parce que je connais des thérapeutes qui adorent faire sauter les verrous, c'est super dangereux. S'il y a des mécanismes de défense, c'est qu'il y a une raison, ça protège le psychisme. Donc on ne fait rien sauter du tout, on traite. Donc quand je te dis dirige ton mental, ça ne veut pas dire que tu dois faire semblant que tout va bien. Ça ne veut pas dire force-toi, ni dompte tes émotions à la machette. Ça veut dire apprends les lois de fonctionnement du mental,
apprends ce qui est pilotable et apprends à reconnaître ce qui doit être traité pour redevenir pilotable. Et c'est exactement pour ça que les personnes que j'accompagne ne restent plus victimes de leurs humeurs. Elles ne deviennent pas des robots et c'est pas qu'elles ne ressentent plus rien. Elles apprennent enfin à faire la différence entre une oscillation normale du vivant, un état qu'on peut remonter, parce que là tu crois que tout est émotion, tout est fragilité, tout est intuition, signe, énergie ou que c'est ton trait de caractère. Alors que non. Parfois tu es simplement en train de descendre et tu peux remonter toi-même. Parfois tu es en mode conditionnement et parfois tu chutes sur une mémoire plus profonde. Et c'est là qu'on va arriver à la question de la manifestation. Parce que moi, je sais très bien que beaucoup de gens écoutent ce genre de sujet avec cette idée en tête. Oui, mais moi, au fond, ce que je veux, c'est manifester ma vie. Je veux manifester une relation, une place, une carrière, l'abondance, une opportunité, la bonne rencontre. Je vais te dire quelque chose de très important. Je ne suis pas là pour te dire que tout ça, c'est faux. Je ne suis pas là pour me moquer des mots que les gens utilisent, ni pour ridiculiser l'idée que l'univers réponde ou qu'il existe dans le vivant beaucoup plus de possibilités qu'on ne croit. Oui, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a dans l'univers beaucoup plus de possibilités que ce qu'une personne perçoit à un moment donné. On peut dire que la vie contient beaucoup plus d'ouvertures, d'options, de chemins, de rencontres, de configurations que ce que ton mental blessé ou conditionné te laisse voir. Oui, on peut dire que l'univers est rempli de choses que tu ne captes pas encore. Mais si ton mental ne peut pas les percevoir, pour toi, elles n'existent pas. Une opportunité que tu ne perçois pas, c'est comme si elle n'existait pas pour toi. Une personne saine que tu ne reconnais pas, elle n'est pas faite pour toi. Une porte ouverte que ton système interprète comme dangereuse, c'est comme si elle n'existait pas pour toi. Idem pour ta carrière que tu sabotes avant même de l'approcher. Donc déjà, la manifestation échoue à un premier étage, tu ne perçois pas. Ensuite, admettons que tu perçoives. Très bien. Tu vois l'opportunité, la bonne personne, la place, l'ouverture, le bon moment. Encore faut-il prendre la bonne décision. Ça, c'est un deuxième étage. Parce qu'une humeur instable, un système alarmé, un mental pollué par le passé, ça prend des décisions tordues. Tu peux percevoir quelque chose de bon et dire non par peur. Tu peux percevoir quelque chose de bon et te montrer froide au mauvais moment, surinterpréter un détail, te raconter que ce n'est pas pour toi, ou encore, mieux, choisir le connu toxique plutôt que l'inconnu sain. Là, ta manifestation échoue à un deuxième étage, la mauvaise décision. Ensuite, admettons encore que tu perçoives bien et que tu décides bien. Très bien, tu dis oui à la bonne relation, tu saisis la bonne opportunité, tu fais le bon choix, tu as pris la bonne direction. Là, encore, faut-il tenir? Ça, c'est le troisième étage. Combien de personnes je rencontre qui obtiennent enfin ce qu'elles voulaient, puis le sabotent? Combien de personnes rencontrent enfin quelqu'un de bien, puis déclenchent leur vieux schéma et leur vieille hystérie? Combien de personnes ont enfin la place qu'elles demandent, puis s'effondrent sous le poids de l'ancien conditionnement? Combien de personnes touchent quelque chose de juste, puis ne savent pas le maintenir dans le temps, parce que le passé remonte, le corps ne suit pas, et qu'une partie du système n'a pas été traitée. Donc, la manifestation échoue à un troisième étage. Tu ne maintiens pas. C'est pour ça que j'insiste tellement sur cette idée. La manifestation, ce n'est pas juste demander et recevoir. Ce n'est pas juste je pense fort et j'attends, ni envoyer une fréquence. C'est pas non plus être aligné dans le vide. C'est beaucoup plus concret, beaucoup plus fin et quelque part beaucoup plus accessible. C'est percevoir correctement, décider correctement et maintenir dans le temps. Et pour ça, ton humeur compte, ton pilotage mental compte, tes conditionnements, tes traumas comptent. Parce que si tu veux voir quelque chose apparaître dans ta vie, mais que ton état intérieur vacille en permanence, sans lecture ni pilotage, alors ta vie reste dirigée par des mouvements que tu prends pour toi, alors qu'ils ne sont parfois que des oscillations non dirigées, des ancrages absents, des conditionnements non traités ou des mémoires encore actives. Donc oui, je veux bien entendre les mots que les gens aiment utiliser. L'univers, l'alignement, la vibration, la manifestation. Ce n'est pas faux et c'est même juste. Mais je vais te ramener à quelque chose de beaucoup plus précis et donc de plus facilement accessible. Si ton mental ne perçoit pas, tu passes à côté.
Si ton système décide mal, tu t'égares. Si ton passé reprend le volant, tu sabotes. Et si tu ne sais pas distinguer ce qui est pilotable de ce qui doit être traité, tu restes dans la confusion. C'est pourquoi moi j'ai à cœur non seulement de traiter le trauma, c'est ma spécialité, je suis une pointure, mais d'abord diriger le mental. Parce que diriger son mental, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un hobby de développement personnel. C'est une compétence de perception, de stabilité, de discernement et de décision. Voilà pourquoi dans mon accompagnement, je ne vais pas qu'apprendre aux personnes à remonter leur état. Je leur apprends aussi à reconnaître quand le curseur suffit ou quand il ne suffit plus. Quand il faut piloter, quand il faut traiter. Quand c'est une simple descente ou quand c'est un vieux dossier pourri qui a repris la main. Quand c'est une oscillation normale du vivant ou quand c'est une mémoire qui a détourné toute la trajectoire. Parce qu'à partir du moment où tu sais faire ça, tu n'es plus ni victime de ton humeur, ni victime de la vie. Tu peux prendre des décisions, tu n'es plus manipulé par ton passé. Tu manifestes. Et c'est ça, pour moi, commencer à manifester sa vie de manière réelle. Pas magique au sens flou. Magique, oui, seulement dans le sens où, quand tu comprends enfin comment tu fonctionnes, tu vois apparaître presque instantanément des changements que les gens autour appellent des miracles, qui sont le résultat de lois très précises. Tu vois mieux, tu rates moins, tu te sabotes moins, tu tiens mieux ce qui est bon, tu reconnais plus vite ce qui est juste, tu confonds plus intensité et vérité, tu confonds moins habitude et destinée, tu ne confonds plus stress et amour, tu ne confonds plus la panique et l'intuition. Et ça, c'est énorme, ça te permet de manifester ta vie de rêve. Donc, s'il te plaît, la prochaine fois que ton humeur bouge, arrête de te juger. Commence par te demander, est-ce que c'est simplement un oscillement naturel? Est-ce que je dois remonter mon curseur? Est-ce qu'un ancrage suffit? Ou est-ce que je viens de toucher un endroit qui est déjà hacké par un ancien conditionnement ou un trauma? Parce que selon la réponse, tu ne feras pas la même chose. Et c'est ça, l'intelligence intérieure. Diriger ton mental, ce n'est pas nier le mouvement. C'est apprendre à le lire, à le piloter quand il est pilotable, et à le rendre pilotable quand il est déjà hacké ailleurs. C'est comme ça que tu arrêtes de vivre au hasard de tes humeurs. C'est comme ça que tu gardes ta vibration élevée, pour reprendre tes termes, et donc tu peux manifester. C'est pour ça que je dis que si tu veux manifester ta vie, tu dois diriger ton mental.